Salut à tous, c'est Pierre, on se retrouve pour un énième épisode de Qui est, toujours avec, on va faire tous les Frenchies là d'affilée, on va aller direction la Sarthe, le MSB, Antares, les Rillettes, tout ça, on va parler de Noah Penda, l'ailier qui a joué l'année dernière à Vichy, et pour ce faire, je suis toujours avec mes acolytes, Lucas et Manu. Messieurs, comment allez-vous ? Écoute, ça va, ravi d'être là, avec vous deux. Eh ben Manu, garde la main et dis-nous, qui est-il ? Qui est-il, d'où vient-il ? Noah Penda, parisien. Les mensurations qu'on a dernièrement, 2m01, 2m12 d'envergure, pour un poids qui doit atteindre les 100 kg, je pense. Ouais, j'ai 111 là sous mes yeux. Donc voilà, joli gabarit, qui commence entre guillemets le basket par le Valois, dans le 92, avant de rejoindre le Pôle France pour 3 ans. Il fait deux. 2020, 2021, 2021, 2022. 2 ans Pôle France INSEP, avec lesquels on a pu le voir nous sur les ANJT notamment. Puis pour lancer sa carrière professionnelle, il part du côté de Vichy en Pro B où il joue 2 ans. Et là-bas, il côtoie Guillaume Vizade qui, en quittant le Vichy, le ramène au MSB au Mans pour cette saison-là. Un duo qui se connaît par cœur et on a vu l'évolution un peu de ce joueur-là avec ce coach-là, donc c'est aussi intéressant. Et ça peut être aussi peut-être un hic de grandir avec un seul même coach, entre guillemets. Donc je ne vais pas compter l'INSEP, mais là il l'a eu à Vichy, il l'a eu au MSB, il l'a eu avec l'équipe de France en U20, avec qui il est champion d'Europe également. Donc voilà, ça va être intéressant de le voir avec un nouveau coach l'année prochaine. Donc voilà. Noah Penda, cette année, du côté du Mans, c'est 10,2 points, 5,5 rebonds, 2,7 passes, 1,2 interceptions, 1 contre. Au niveau des pourcentages, c'est 44,7% au tir au global, 32% à 3 points, 66% au lancer franc. À noter aussi que cette année, il y a eu un espèce de rising star à la française où il a été élu MVP, je crois, Manu. C'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Je crois que tu y étais, toi, en plus. Non ? Ouais, j'y étais, on était tous les deux avec Lucas. Ouais, voilà. On a assisté à ce match tous les deux. Donc, effectivement, MVP avec une vingtaine de points. Enfin, voilà, on a senti le joueur qui était au-dessus des autres, sans conteste. MVP qui s'est joué avec Mohamed Diawara de Cholet, de qui on parlera un peu plus tard. Effectivement, MVP de ce Young Star Game. Exactement, le Young Star Game, j'ai oublié le nom. Lucas, on va partir avec toi sur le contexte du Mans. Donc, un coach qui connaissait bien du côté du Mans, du coup, vu que c'était Guillaume Vizade. Manu en a parlé brièvement. Il avait Guillaume depuis Vichy et ça s'est super bien passé. Ils se sont retrouvés en U20 et il est parti ensuite avec lui au Mans. Donc, ce qui est super intéressant, même de l'extérieur, on voit l'influence qu'a eu Guillaume sur Noah, qui est un super bosseur, qui était prêt, qui était demandeur. Et Guillaume l'a vraiment aidé sur cela, sur trouver son rôle et sur accentuer ses points forts. Contexte du Mans, le Mans, c'est une équipe qui a pas les moyens des plus grands, mais qui joue comme les plus grands. On a vu la série contre Monaco, c'est quand même assez impressionnant. Donc c'est une équipe qui joue très bien et une équipe dans laquelle Noah est vraiment à l'aise. Il est en confiance, il joue pour l'équipe. C'est vraiment une équipe qui fonctionne et ça aussi, ça joue dans le contexte. Ça pose des questions sur est-ce qu'il va réussir à s'en sortir si jamais il tombe dans un contexte où il est dans une équipe qui a un jeu moins structuré, parce que ça fait quand même 3 ans qu'il joue dans un jeu qui est millimétré, qui est vraiment très bon. Donc est-ce s'il tombe dans une franchise où il n'y a pas vraiment de jeu, il n'y a pas vraiment de partage de ballon, est-ce qu'il va être en difficulté à ce niveau-là ? Donc ça va être super intéressant de voir comment il va s'adapter l'année prochaine. Et un contexte vraiment favorable en tout cas. Un contexte favorable. Effectivement, Manu, question traditionnelle, qu'est-ce qui en fait un prospect NBA ? Dis-nous tout. Pour moi, la chose la plus intéressante chez lui, c'est sa polyvalence offensive. On est face à un joueur qui est bon dans le rebond, qui est bon dans le playmaking, qui peut, sur certaines séquences, monter la balle, qui peut tirer à l'extérieur. Le tir était un petit point faible et c'est en train de devenir une vraie opportunité chez lui. Cette année, c'est 31% à 3 points. C'est pas incroyable, mais il a connu des saisons à 25, à 16, à 22.
Donc voilà, c'est en constante progression depuis qu'il est dans le monde professionnel. Après, le chiffre, les chiffres au lancer franc sont pas incroyables. Il a aucune saison à plus de 70% au lancer franc. Donc voilà, c'est vraiment le tir, va falloir le bosser. Mais globalement, c'est un joueur qui peut être dangereux dans plusieurs situations, dans plusieurs schémas. Donc c'est ce ticket-là, cette polyvalence offensive qui me fait dire que c'est un premier tour, tout simplement. Lucas, même question. C'est vachement marrant parce que j'allais partir totalement à l'opposé. Donc, pour moi, son golden ticket, c'est clairement sa défense. Et justement, le point qui me fait ne pas le mettre aussi haut que les autres Français, c'est vraiment l'attaque. Donc, pour moi, son golden ticket, c'est vraiment la défense. C'est l'un des rares joueurs qui a plus d'interceptions que de pertes de balles. Il protège le cercle, il est capable de défendre sur les 5 positions, même s'il est un peu plus en difficulté évidemment sur les porteurs de balles au vu de son gabarit, mais il est quand même capable de faire des bons step-out, de switch. Il a le physique pour pouvoir défendre sur des joueurs plus costauds que lui. Il se bat en attaque. Donc ouais, pour moi son ticket d'entrée, c'est vraiment la défense. Du coup, ce qui est bien, c'est que sur les points à travailler, vous n'allez sans doute pas être d'accord non plus. Mais tant mieux, ça crée un petit peu de débat. Manu, on t'écoute. J'ai effleuré un peu le sujet. Pour moi, surtout dans la NBA actuelle, il va falloir qu'ils s'améliorent dans le tir, obligatoirement. Il va falloir qu'ils soient beaucoup plus dangereux sur le tir extérieur. Là, cette année, je l'ai dit, c'est 31% sur 3 tentatives par match et 69% en lancer franc. Donc pour un joueur de sa taille, 2m01, c'est pas suffisant. C'est absolument pas suffisant. Surtout si lui veut se projette dans un autre rôle, parce que là il joue poste 3-4, beaucoup dans le secteur intérieur. Mais si lui veut, comme il a su le faire par le passé, ses jeunes années de basket, beaucoup plus sur les extérieurs, s'il veut faire ce retour-là, va falloir absolument qu'il devienne beaucoup plus, je vais dire, létal à 3 points. Parce qu'autrement, c'est pas. Malheureusement, ce sera pas suffisamment viable, malgré la polyvalence derrière. Si tu as 31% à 3 points dans l'NBA actuelle, c'est pas possible. À minima, faut au moins être à 35. Et sanctionner quand tu es ouvert, à minima. Autrement, ça va pas être bon. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Donc là-dessus, va falloir qu'il travaille son tir, sa mécanique. Aujourd'hui, il lâche le ballon quand il redescend. Sa mécanique est assez spéciale. Faut vraiment le voir, parce que la décrire comme ça, c'est un peu délicat. Je sais pas, Lucas doit savoir un peu de quoi je veux parler, mais c'est étonnant de le voir tirer. Il a pas beaucoup de verticalité dans son tir. Et en fait, il lâche le ballon quand il redescend, avec une position des mains qui est pas académique, je vais dire. Donc, il y a plusieurs choses à travailler, mais encore une fois, je le répète à longueur de podcast, quand on parle de tir, le tir est l'une des choses les plus faciles, entre guillemets, à travailler. Donc voilà, j'imagine, avec la progression qu'il a eue, l'année dernière, c'est 27% à 3 points. Sa première saison, c'est 22 à Vichy. Donc voilà, il y a quand même une progression dans le tir, une progression aussi dans les tentatives, dans un contexte professionnel. L'année prochaine, il aura un contexte tout autre avec les NBA. Donc j'imagine que très très vite, s'il axe vraiment sur le tir avec cet accompagnement NBA, j'ose espérer qu'il continue cette progression-là et qu'il devienne vraiment cette force extérieure. Je lui demande pas d'être à 40% à 3 points, 41%, 42%, enfin voilà, dans cette haute strate qui sont dans les meilleurs shooters NBA. Moi, je lui demande vraiment d'être entre 34 et 36, de sanctionner quand t'es ouvert, de sanctionner de battre les close-out sur le tir. Voilà, c'est tout pour qu'il devienne encore vraiment, vraiment dangereux et qu'il continue cette progression. Pour moi, ce passage-là est obligatoire. Ouais, Lucas. Je suis plutôt d'accord avec Manu, mais j'y crois au développement du tir, parce que quand tu regardes ses premières années à Vichy, il arrive, il a 20% à 3 points.
Et puis quelques années plus tard, il s'approche quand même des 30%. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai envie d'y croire. Et à terme, pour que son tir soit suffisamment faible pour devenir un trendy et que une fois que son tir sera stabilisé, qu'il aura trouvé une gestuelle un peu plus régulière, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Cette année, il y a encore eu pas mal de flashs de ce qui pouvait être problématique, par exemple à la Coupe du Monde du 19, où il avait tendance un peu à forcer le 1 contre 1, forcer la création, un peu partir la fleur au fusil au cercle sans vraiment attendre le bon timing, ou quand il a tendance à prendre les décisions assez rapidement, ce qui est extrêmement intéressant, mais ce qui peut le pousser à un peu se jeter un peu trop tôt. Mais ouais, donc si je dois vraiment résumer, c'est le tir, mais le tir est pas. Je sais pas si j'irais aussi fort que Manu sur le tir. Je pense que le tir est pas si catastrophique que ça. Le tir n'est pas académique, le tir est pas encore régulier. Mais j'y crois. Je pense qu'il a conscience que c'est vraiment une de ses pistes de travail pour rester le plus longtemps possible en NBA. Et donc je pense que ça viendra avec les années. Quelque chose que je veux peut-être mettre en lumière qui est assez intéressant chez lui, c'est ses 2,7 passes par match. C'est quel type de créateur, Noah Penda? Il est très très à l'aise en création au poste. Il se met très souvent en situation de post-up pour ensuite ressortir sur un coéquipier seul à l'opposé. C'est surtout cette situation-là que j'ai en tête, je l'ai vu pas mal faire cette année. Mais surtout, c'est un joueur qui a une bonne compréhension du jeu et qui aussi profite d'un système assez bien huilé, donc qui lui permet de ne pas avoir à s'adapter. Il sait où sont les gens, quelle passe est la bonne, à quel moment faut la faire. Et c'est cette compréhension du jeu qui lui permet vraiment de s'assurer des passes décisives à chaque match. Mais aussi cette situation-là dont je te parlais de post-up où il est en capacité de ressortir à l'opposé avec une seule main et de deliver une bonne passe. Ouais, Manu, pour être un peu plus précis c'est sur la situation de post-up. Est-ce qu'on peut parler de connecteur, comme c'est à la mode, le terme à la mode en NBA? Est-ce qu'il rentre dans cette case-là? Ouais, enfin, pour moi en tout cas, totalement. Je peux le mettre dedans. J'aime aussi sa capacité à jouer rapidement après le rebond ou sur des remises en jeu en phase de transition. Il arrive à passer très vite aussi. Donc ça c'est intéressant, ça prouve un peu la diversité en plus du post-up, en plus de donc sur quoi appuie Luka. Il y a un peu de short roll aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un passeur intéressant. Je sais pas si c'est sous-estimé, mais c'est un truc sur lequel faut clairement qu'il appuie pour être vraiment dangereux et gagner des minutes, en fait, d'avoir ce rôle de polyvalence comme ça qui est super intéressant. Qu'importe dans quel type d'NBA tu es, en fait, si tu peux apporter dans plusieurs contextes, dans plusieurs situations, c'est super intéressant pour un coaching staff. On va passer maintenant au fameux shade off, à qui il peut vous faire penser dans la NBA actuelle, parce que c'est des profils assez rares finalement, ces genres de joueurs très all-around. Et est-ce qu'il y a un nom qui vous vient en tête dans le rôle ou dans la façon de jouer, qui vous pensez quand vous voyez Noah Penda en Antares? Clairement, pour moi, c'est la comparaison un peu trop facile, mais Lou Dort, ce genre de joueur, ce genre de disruptor, avant d'être un trendy, hein, surtout un disruptor, un joueur qui va te ramener du chaos défensivement, un joueur qui peut vraiment poser problème, partir en mission défensive et qui ensuite par la suite développe un meilleur tir à 3 points. Pour moi, c'est vraiment ce joueur-là que j'ai en tête quand je le vois. Moi, c'est pas forcément une billet actuelle, mais je trouve dans le rôle un peu similaire comme ça de polyvalence offensive. C'est pas le même physique, loin de là, c'est un peu même à l'opposé. Mais je trouve que par moments, il y a un peu de... Je pense pas que ce sera ce joueur-là à terme, mais un peu de Lamar Odom. C'est vraiment ce joueur capable de tout faire offensivement, en fait. Et là, j'ai retrouvé un peu
les stats qu'il a eu en carrière NBA, c'est quasiment les mêmes que ce qu'il a actuel sur sa saison-là. Odom, en carrière, c'est 31% à 3 points, 70 au lancer franc. 3,7 passes, 8 rebonds, 13 points. Et Noah, cette année, avec Le Mans, c'est 10 points, 5 rebonds, 31% à 3 points, 69% au lancer franc. Avec quasiment 3 passes. Je pense pas que ce soit qu'il aura ce rôle-là toute sa carrière, mais je trouve que ce côté polyvalence offensive comme ça, dangereux un peu partout, ça ressemble un peu à Lamar Odom. Autrement, dans la NBA actuelle, je sais pas trop. Luka en avait parlé un jour, je sais plus si c'est entre nous ou si c'est sur un pod un peu à la Gershon, mais autrement, je sais pas trop comment dans la NBA actuelle, en tout cas, je sais pas trop. C'est vrai. C'était ça ma première comp, c'était Gershon. On va passer à la projection. À quel moment il part à la fin du mois? Est-ce que c'est au premier tour? Est-ce que c'est au second tour? Où est-il dans vos boards? Si vous en avez un, dites-nous tout. Après, pour premier tour, second tour, pour moi, ça veut pas forcément dire quelque chose parce qu'on sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Il y a une équipe qui peut très bien lui dire on va te prendre, on va te donner un contrat garanti, il faut juste que tu refuses et qu'on puisse t'avoir au second tour. Mais pour moi, dans un monde purement théorique, c'est clairement un premier tour. Moi, je l'ai, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai 20e. Je l'ai entre le tiers 20 et 25. Donc je l'ai dans ces eaux-là, j'y crois fort. Manu? Ouais, moi, c'est un joueur sur lequel j'ai beaucoup évolué, en fait. Parce qu'au début, je pensais vraiment pas, enfin, je le catégorisais vraiment pas comme un prospect NBA. Pour moi, c'était un joueur Euroleague qui allait froisser l'Europe de par cette polyvalence offensive-défensive. Et en fait, avec le temps, il m'a fait mentir, clairement. Quand je le vois, ce qu'il a fait à Vichy, ce qu'il fait cette année au Mans. En fait, ouais, clairement, c'est un prospect NBA. Et en fait, je pensais pas qu'il allait progresser aussi vite, aussi bien, comme ça, en aussi peu de temps, parce que finalement, ça fait que 3 ans qu'il est dans le monde professionnel. Il a connu la Pro B, la Pro A, maintenant, l'année prochaine, possiblement la NBA. Donc, pour moi, je l'ai aussi 20 dans mon dernier board. Je pense qu'il est dans ce range-là, 20. Je vais être large, je vais dire 20-35. Ok. On va passer à l'échelle de croyance. À quel point vous y croyez sur une longue carrière de Noah Penda en NBA? Est-ce que vraiment, pour vous, c'est un joueur qui pourra s'exprimer dans ce jeu-là, qui est quand même assez spécifique et qui convient pas à tout le monde? Et est-ce que pour vous, voilà, c'est quelqu'un qui fera plusieurs contrats outre-Atlantique? Comme un joueur comme Colin Murray-Boyle, je l'imagine, enfin, je lui souhaite fortement un contexte idéal. Autrement, ça peut vite être compliqué. Parce que comme il est très 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 bon dans aucune catégorie, et que finalement il est bon partout, mais excellent aujourd'hui nulle part, j'espère qu'il aura un très très bon contexte dans une équipe, comme l'a dit Luka, qui bien huilée, qui gagne, qui sait ce qu'elle fait. Et pas trop une équipe avec des coqs en tête où ça peut très vite dégénérer et une équipe qui gagne pas. Je pense qu'il faut vraiment une équipe play-in, enfin ouais, qui joue le 6-10, parce que autrement j'imagine que ça peut très vite être compliqué lui qui a toujours connu une adaptation très carrée du monde professionnel, Pro B, Pro A, s'il tombe dans un contexte un peu chelou où les gens n'ont rien à foutre et où ça gagne pas. J'ai pas d'équipe en tête, hein, mais voilà. Ça peut vite être compliqué. Mais je pense qu'il aura souvent dans les fin de premier tour, second tour, c'est des joueurs un peu, c'est au talent, mais c'est un peu plus ciblé. J'y crois. Je pense que il y aura plusieurs contrats. Ouais, Luka, le bon partout, excellent nulle part, ça t'a froissé ou pas? Ouais, ça m'a un peu froissé, ouais. Pardon.
Non, non, pour moi, il est défensivement, pour moi, je le mets quand même dans Ouais, ses. je parlais, c'est vraiment offensivement ce que je parlais. Mais tu vois, défensivement, moi, c'est ce qui va faire baisser ma note sur l'échelle des croyances, tu vois, par exemple. Parce que ce genre de joueur qui peut faire des choses par flash, mais pour moi en NBA, c'est pas suffisant. Donc à voir comment il se développe à cette échelle-là. Est-ce qu'il va s'adapter aux proportions? Est-ce qu'il va énormément progresser sur ces aspects-là? Moi, je mettrais quand même entre 6 et allez 6,5. 6,5. J'ai envie d'y croire très fort, mais quand même, je me dis, est-ce que offensivement, ça va pas trop être limitant? Est-ce qu'il va pas trop être sujet au contexte? Parce que par exemple, c'est pas un joueur que je vois s'épanouir dans une équipe. Bon, maintenant, Détroit, ça joue bien, mais par exemple, le 2-3 de 2-3 ans, il y a 2-3 ans, je pense que c'est un contexte qui peut être un peu euh, compliqué pour lui. Donc, Mm. je lui souhaite d'être dans une équipe qui joue au basket. Et ouais, mais j'y crois quand même. Ouais, Manu, sur ton échelle de croyance, tu l'as où? Ouais, moi je partirais aussi sur 7. Quasiment plug and play en fait. Comme il peut être bon partout et utile partout, sur plusieurs séquences, sur plusieurs schémas, en fait je pense que. Enfin, je l'imagine. J'ai du mal à l'imaginer bust. Mm. Et pour toi, le plancher est trop haut, Ouais. quelque part. Bah en fait c'est ce qu'il fait aujourd'hui, mais il va continuer de s'améliorer parce qu'il va être dans des. Le contexte travail va être encore meilleur et il va être entouré de meilleurs joueurs. Donc en fait il y a tout pour qu'il s'améliore. Messieurs, est-ce qu'on a été exhaustif sur Noah Penda, l'ailier du Mans? Je tiens à rappeler que c'était mon coup de cœur du mois de septembre. C'est vrai, c'est J'avais vrai, c'est vrai. tout été prévu. Tout était prévu. Eh bien, messieurs, ainsi va se terminer cet épisode sur Noah Penda que on espère retrouver au mois de juin prochain au premier tour. Parce que, même pour le compte en banque, c'est quand même plus sympa d'avoir un premier tour qu'un deuxième. Donc rien que pour ça, on serait content pour lui. En attendant, n'oubliez pas d'aller écouter les pods sur les rôles avec Julien qui fait ça. C'est assez long, mais c'est assez intéressant. Allez écouter ça si vous ne l'avez pas fait encore. On vous rappelle aussi qu'il y a toujours les scouting reports sur le site. Allez consulter si vous voulez voir de façon succincte. Il y a les points forts, les points faibles, les points améliorés. Tout ça, un peu l'histoire aussi des joueurs. Allez consulter tout ça si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur un joueur qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait en pod. Quand même pas beaucoup au premier tour normalement, mais voilà. En attendant, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite. Des bisous, ciao ciao, bye bye.